Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition de Métro News. Au sommaire de ce mardi, les négociations politiques entre les émissaires de la CARICOM et les acteurs politiques haïtiens se poursuivent pour le 6e jour consécutif. Sans indication claire d'un accord, les partis ont environ 2 jours pour convenir de la direction de la transition. Ce mardi, l'Union européenne a signé un accord de financement de 18 millions d'euros avec le gouvernement haïtien pour le programme d'éducation. L'objectif est d'assurer l'accès à des salles de classe résilientes pour au moins 300 000 élèves. Et puis le groupe Montana n'approuve pas le projet de la CARICOM, mais soutient un collège présidentiel pour la transition. Aucun membre du BSA ne sera dans le futur gouvernement, a affirmé Ginette Chérida. Donc, chef, bonsoir. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, les négociations entre les partis impliqués dans la crise politique se poursuivent pour la 6e journée consécutive. Malgré la participation de représentants de diverses tendances politiques, rien ne laisse présager la conclusion d'un accord à la fin de cette journée. Il est important de noter que les partis disposent d'environ 2 jours pour parvenir à un consensus sur la gouvernance de la transition. Plus de détails avec Jean-Jules Desaugustes. Voilà, nous sommes en direct de l'hôtel Montana qui se déroule depuis le 7 décembre dernier. Cette série de rencontres entre les protagonistes de la crise sociopolitique où les émissaires de la communauté de la Caraïbe reçoivent les différents protagonistes de la crise politique notamment que vit le pays. De l'opposition constituée notamment des signataires de la déclaration de Kingston aux membres du pouvoir, c'est donc constitué de l'accord du 29 décembre. Tous, ils sont autour de la table depuis le 7 pour discuter, cogiter s'il le faut réfléchir sur leur sortie. Mais 6 jours plus tard, soit du 7 au 12 décembre, toujours rien en termes de nouvelles, en termes d'accords trouvés entre les différents protagonistes. Avec notamment la participation du Premier ministre Dr Ariel Henry à la table, on croyait qu'il y aurait quelque chose qui sortirait quelques jours plus tard. Voici que les émissaires de la communauté de la Caraïbe vont repartir le 14 décembre prochain parce que la mission était prévue du 6 au 14, mais toujours pas de nouvelles, toujours pas de propositions réelles sur la table. Chacun est resté campé sur sa position. Donc du côté de la déclaration de Kingston, notamment les membres de l'opposition, leur proposition, leur imposition, c'est le faut en ce sens, c'est toujours un collège présidentiel de 7 membres ou avec notamment des prérogatives présidentielles. Du côté du pouvoir, c'est toujours une forme de consensus, mais avec la présence ou l'exigence de la présence du Premier ministre, le Dr Ariel Henry, sur la table, mais aussi et surtout comme chef de gouvernement, avec notamment la formation de gouvernement, l'élargissement du Haut Conseil de la transition. Mais en ce qui a trait à un nouveau, s'il le faut, départ, un nouveau point sur la table, toujours pas de réaction, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition. Chacun est resté ferme de sa position. L'étau se resserre depuis le 7 où les émissaires sont arrivés en Haïti pour essayer de rallier les différents protagonistes autour de la table. D'ailleurs, le chef de mission de l'ambassadeur Conen Ganderson avait dit qu'en négociation, on ne veut pas tout avoir. Et on se souvient aussi de cette déclaration qu'a faite Kenny Di Anthony, qui parlait de la patience qu'il faut pour essayer de résorber la crise. Il faut du temps, il faut de la patience. Ça l'a fait là, demander en pile patience, a dit Kenny D. Ganderson ou Kenny et Anthony. Et Colin Ganderson de son côté a compris qu'en négociation, vous ne pouvez pas gagner à 100%. Ce sont les déclarations des émissaires de la CARICOM citoyenne en Haïti qui essaient de rallier ou de remettre les protagonistes autour de la table, qui refusent d'entendre raison dans le cadre d'une résolution de la crise. Donc les membres de la société civile de leur côté croyaient qu'il faudrait un cadeau pour la Noël, mais il semblerait que les fêtes de fin d'année prendront fin. Avoir à constater s'il le faut ce que les acteurs proposent et exigent, ce cadeau de Noël pourra non plus ne pas venir ou ne pas avoir lieu, selon le constat que nous faisons pour Radio et Télévision Métropole. Jean-Jules Desaugustes depuis l'hôtel de Montana, devant la salle Olivia.
Bien que le groupe Montana n'ait pas l'intention de donner son aval au projet cadre de la CARICOM, il se montre favorable à la mise en place d'un collège présidentiel dans le contexte d'une transition. Ginette Cherubin précise qu'aucun membre du bureau de suivi de l'accord de Montana ne participera au futur gouvernement. Cependant, elle souligne que l'économiste Fritz Alphonse Jean restera leur représentant au sein d'un collège présidentiel envisagé dans le cadre d'une transition alternative à celle proposée par la CARICOM. Il n'est pas question de quelqu'un, il est question de conseil de transition. Cette idée est venue de Montana, on l'a travestie, dévoyée, les gens voulaient. Mais nous étions déjà d'accord. Rappelons que Montana a fait une élection pour un président et you, Premier ministre. Président, Premier ministre, ce n'est pas président Montana, lié, nous profitons de comprendre ça. C'est un président que nous avons choisi pour représenter toute notre vision de la rupture et tout ça au sein pour la transition. Au début, c'était un président et un premier ministre. Chemin faisant avec les autres acteurs, puisqu'on négocie tout le temps, on a dit que ce serait un collège qui est devenu le conseil de transition. Donc il n'est plus question de Montana. Il est question de représentativité et d'inclusivité de différents secteurs. Mais Montana aussi, partie prenante, tu vois. Donc il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'une femme, il s'agit d'une équipe, même si eux disent que ça va être difficile. Et Fridjan est le président choisi par Montana et qui sera désigné pour le conseil de transition. Il a été désigné, pas pour être le président de la République, ni le président de Montana, mais pour la transition. Il va intégrer le groupe qu'on appelle maintenant le conseil de transition. Nous autres, Montana, on a déjà choisi, c'est lui. Tu comprends bien? Donc nous ne visons pas quelqu'un, maintenant nous sommes dans une équipe. Voilà, nous sommes dans le conseil de transition. Toujours en politique, le coordonnateur général du collectif des avocats pour la défense des droits humains, CADO, dit prendre acte des pourparlers en cours entre les représentants de la CARICOM, les acteurs politiques et les membres de la société civile. Maître Arnel Rémy estime cependant que ces rencontres sont inutiles car aucune avancée concrète ne résultera de ces discussions tant que les parties prenantes ne renonceront pas à leurs intérêts personnels au détriment du bien du pays. Maître Arnel Rémy. Depuis plusieurs mois, CARICOM a fait un aller-venu en deux pays parce que vous voulez mettre acteurs sur une seule table pour jouer une solution et à la crise que le pays a traversée. Alors moi, comme avocat, moi-même, je suis obligé, dans nos peuples haïtiens, si autorisé bien sûr, dire monsieur, voilà de quoi il en est. Nous devons comprendre que chaque monde a une position politique. Il y a des gens qui demandent X, il y a des gens qui demandent Y. Mais même toujours dit que nous ne sommes pas jamais d'accord. Parce que nous tous avons une idée. Nous tous avons des idératas. Nous tous avons aimé ces positions pour passer. Si il y a 50 acteurs dans le dialogue là, tous 50 acteurs pour avoir ces idées pour passer. Mais Kounia, je vais me poser une question. Est-ce que nous connaissons il y a des gens qui vivent à moins de $1 américain par jour en deux pays actuellement là? Est-ce que nous connaissons des gens qui ont kidnappé, qui ont décapitalisé? Est-ce que nous connaissons des gens qui quittent Carrefour et qui vivent en bas dans le lycée? Est-ce que nous connaissons leur prend camion marchandises, leur prend camion ciment, camion du riz? Entrepreneurs victimes, c'est vrai, mais les gens qui sont victimes directes, c'est les consommateurs. Elle dit, on sac du riz, on a qui perdu 2 camions de riz, il y a presque 1000 sacs de riz là-dedans. C'est vrai, le pédule, il y a des longs cobs. Mais ou même, suivre prix du riz de telle semaine à telle semaine, la pauvreté. C'est-à-dire là, on a utilisé stratégie pour le rentrer comme les perdu. Mais là, et les gens qui ne peuvent pas manger du riz, et les gens qui ne peuvent pas vivre, et les gens qui ne peuvent pas feuille, les gens qui ne les gens qui bossent, les gens solides de tous côtés, qui ne peuvent pas vivre, qui sont en bataille, qui sont en guerre tout le temps. Est-ce que nous pensons à faire? À chaque fois que nous parlons, mettez des accords sur la table, c'est-à-dire c'est malheureux, malheureuse qui est en bas la ville, marchand surette, marchand plus d'étoiles, marchand abdonneur qui n'a fait souffrir. À chaque fois que nous parlons, accepter, faire concession pour payer, c'est les gens qui sont victimes de kidnapping qui nous blessés. À chaque fois que nous parlons, mettre des accords sur la table, malgré nous connaissons que chaque monde a bien intérêt, c'est-à-dire que c'est le peuple haïtien nous baille à l'autre, c'est le peuple haïtien nous fait plus mal. À chaque fois que nous parlons mettre des accords sur la table, c'est les gens qui font nous dire en bas toujours. À chaque fois que nous parlons mettre des accords sur la table, nous parlons mettre intérêt personnel de côté, c'est les gens Marianne, les
moun Delma 2, moun Canaran, moun Kibosa, moun Latibonite que nous crachons sur eux. Moi-même comme avocat, moi-même comme défenseur d'un monde, nous te ka dire ça et permettre-moi humblement dire ça. Monsieur, si nous te ka fait peuple haïtien cadeau ça, essayez de trouver une sortie de crise avant la fin de cette année parce que 2024 là, n'est pas facile il n'est pas facile du tout. Le peuple haïtien souffre trop et crise économico-politique là, elle dure. C'est dit dans bataille pour intérêt nous tout passer. Chaque parti vient avec une idée et c'est pas pour passer. Et bien finalement, le pays a effondré, moun a victime, kidnapping, la vie chère, grand goût, misère. Pas de justice, pas de rien. C'est-à-dire, nous venons arriver dans une situation là, monsieur, grand pile pays qui fait déjà, grand pile acteur, que le France, que le États-Unis, que le République dominicaine, qui ça a fait, nègre dit monsieur, on sauve le pays. Et moi, je lancé message ensemble avec nous. Je ne pas besoin de citer non personne. Le pays, c'est pour nous tous liés. Nous ne pas quitter le pays à départ fini comme ça. Songez malheureux cap dans mon baban. Songez malheureux cap dans mon bapon. Songez mon Mariani. Songez mon Cafoufeuille. Songez mon Lacroix Périssio. Songez mon Delma 2. Songez pour l'école. Songez à la sécurité. Il faut nous sauver parce que le pays a besoin de stabilité. Pour nous retourner dans la question au gouvernement de consensus, pour nous mettre le pays sous la élection et puis pour nous retourner à l'ordre constitutionnel. C'est ça nous prenons nous-mêmes au niveau cadeau. Donc, il est le temps pour nous jeter ensemble, pour une solution, pour aider le pays à sortir de la crise que l'il y a. Autre information, le Comité national de lutte contre la traite des personnes tire la sonnette d'alarme sur une augmentation significative du nombre de personnes victimes de ce phénomène au sein de la société. Selon le directeur du CNLTP, André Ibreus, cette pratique se développe principalement dans les zones sous le contrôle des bandits armés. Il lance un appel à l'attention, à l'action. Il lance un appel à l'action pour contrer ce phénomène croissant. Cette compréhension passera premièrement à la définition de ce phénomène, la traite des personnes. Il ne revient pas à nous de définir ce phénomène criminel. Et voilà pourquoi nous allons nous référer à l'article 3 du protocole contre la traite des personnes pour trouver la définition. Il s'agit du protocole de Palerme visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, lequel protocole est additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000, ratifiée par l'État haïtien en 2009. En termes de définition, que dit le protocole? L'expression traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou davantage pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend au minimum l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage. Dans le cas des adultes, il faut une action. Et c'est là que je voudrais votre attention pour parler de traite des personnes. Dans le cas des adultes ou d'un adulte, il faut premièrement une action. Mais parlant d'action, nous voyons recrutement, transport, transfert, hébergement.
Et puis en justice, Maître Arnel Rémy critique les grèves à répétition qui perturbent sérieusement le système judiciaire, que ce soit au niveau des 18 juridictions du pays, des parquets ou des greffiers. Ces interruptions successives paralysent le système et pénalisent les justiciables. L'avocat déplore également le laxisme des autorités étatiques face à cette situation. Il souligne par ailleurs que le pouvoir judiciaire n'a pas réussi à fonctionner de manière stable pendant au moins 8 mois d'affilée depuis des décennies. Ces explications. Mais ce qui nous intéresse, c'est le droit d'accès à la justice. C'est-à-dire là, depuis qu'il est, ou senti que un citoyen qui fait justice de confiance, qui dit, ah mon cher, justice haïtienne, son justice que ou qu'a approché parce que le résultat a besoin de joindre. Depuis qu'il est, ou tendez que le tribunal fonctionnait à plein régime, même dit à plein régime, 7 mois, 8 mois, qu'il est. Sous 5 dernières années, ça, on peut jamais connaître que le tribunal fait 8 mois à fonctionner sans camper. Ça, jamais. Maintenant, où il y a un tribunal qui était cassé, palais de justice déplacé, une victime, etc. Et dit là, dans tout gouvernement qui a monté, dans tout gouvernement qui a dessiné, est-ce que droit mon sont priorité vraie? Est-ce que nous-mêmes, comme organisation de nous sommes d'accord, nous avons accepté que l'État était sensible par rapport à une nombre qui a constitué épine dorsale en société démocratique? Non. Et bien, je dis là, malheureusement, nous venons de l'autre problème encore. Nous souhaitons bonne année judiciaire. Nous fait grosse célébration dans le cours de cassation de bonne année judiciaire. Même si on a un avocat qui te dit, pour qui ça m'oblige de souhaiter au monde bonne année judiciaire pendant que je connais une grève qui va venir. Je vais même finir parler, dernièrement là, grève commissaire gouvernement. Ça a bloqué la justice là. Mais quand nous sorti dans la grève commissaire gouvernement, nous tombons dans la grève greffier. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent mourir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être victimes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent capable devant un juge. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont continué à couper dans la prison. Et cette grève s'étend sur tout le territoire de la République. Ça veut dire, grève ça, pendant que le greffier a demandé des questions de disparité, il y a une bataille pour l'application encore et combattre la disparité salariale. Mais cependant, essayant de faire l'équilibre, il faut penser aux autres personnes. Il y a des gens qui malheureusement ont été 2 jours pour mourir. Il y a des gens qui malheureusement, pour leur santé, ne peuvent pas vivre 5 jours encore. Il y a des gens qui malheureusement, conditions infrahumaines à vivre dans le centre de détention, fait que ne peuvent pas prendre un mois encore. C'est-à-dire, chaque temps de grève, il y a des gens psychologiquement tués, lorsqu'ils sortent dans la grève, et puis dans l'autre grève. C'est-à-dire, tout ça, c'est des cas de violation des droits humains, parce que l'État devrait s'assurer que les droits de la personne humaine soient correctement respectés en Haïti. C'est ça le problème. Et nous-mêmes, comme avocats, oui, nous voulons battre ensemble avec greffier contre la disparité salariale, nous voulons battre contre l'inégalité sociale, mais cependant, nous obligeons de demander l'État tout, nous obligeons de demander l'État pour prendre responsabilité, nous obligeons de demander l'autorité pour prendre responsabilité, pour comment on a une issue célère, une issue immédiate avec grève ça. Parce que une grève comme ça, il peut avoir un impact sur le système. C'est-à-dire les audiences de référé, les audiences correctionnelles, les audiences criminelles, ils n'ont pas qu'à organiser. C'est-à-dire là, c'est comme si c'est une machine qui a fonctionné, mais la machine n'a pas un caoutchouc. Sans caoutchouc, la machine n'a pas qu'à circuler. Donc je dis là comme avocat, nous-mêmes qui sommes sensibles pour qu'ils soient prisonniers en Haïti, nous-mêmes qui sommes sensibles pour qu'ils soient droits en Haïti, nous-mêmes qui sommes sensibles sur qu'ils sont droit d'accès à la justice, nous obligés prendre la parole pour les gens qui ne peuvent pas parler, prendre la parole pour les gens qui sont en prison, prendre la parole pour les gens qui sont en prison, quoi des bouquets au Cap, Jacques, Mel, etc., Jérémy, pour nous dire que grève ça, il fait au mal. Grève ça, il est malvenu, parce que, alors on ne peut pas dire malvenu, pour prisonniers, ils ne vont pas voir cette grève de bon oeil. Parce que ça réduit leur chance de comparaître par devant leur juge naturel. Eh bien, dans ce sens, moi, je pense que Maître Paul-Léon Villard, Maître Emeline Prophète, Missé, le cadeau vous encourage à vous asseoir, à avoir un entretien urgent
avec les protagonistes pour voir comment nous avons joindre une solution, joindre une issue à grève ça, maintenant pour sauver ça, pour permettre que les gens qui sont en prison jugés, pour permettre que justiciable joignent le justice qui a le droit d'accès à la justice. Et puis signature ce mardi 12 décembre d'un accord de financement entre l'Union européenne et le gouvernement haïtien d'un montant de 18 millions d'euros. Ce financement concerne le programme d'éducation pour vivre ensemble, piloté par le ministère de l'Éducation nationale, et vise à permettre l'accès à des salles de classe résilientes d'au moins 300 000 élèves. Se réjouissant de cet accompagnement de l'Union européenne, les ministres Michel Patrick Boisvert et Nesmi Maninga y voient une opportunité pour le gouvernement de répondre aux besoins du pays en matière d'éducation. Cette signature intervient après de multiples échanges techniques entre le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, la délégation de l'Union européenne et d'autres parties prenantes dans le cadre de la préparation de ce projet. Je me réjouis de l'appropriation de ce programme par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et c'est le moment d'exprimer toutes mes reconnaissances à son endroit. Mesdames, Messieurs, le renforcement de la gouvernance de l'éducation à tous les niveaux, y compris la formation professionnelle, demeure l'une des priorités du gouvernement qui est conscient du rôle prépondérant de l'éducation en tant que facteur déterminant de prospérité, d'épanouissement des populations et de consolidation de l'unité nationale. Le programme d'éducation pour vivre ensemble vise entre autres à améliorer l'accès à une éducation de base de qualité, à renforcer les capacités dans la gestion du secteur de l'éducation à travers le développement des infrastructures scolaires et à soutenir le programme de formation technique et professionnelle. Ce programme s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à améliorer la résilience sociale et communautaire à travers le pays, notamment dans les zones frappées par le tremblement de terre du 14 août 2021. Et ici, nous faisons allusion à la péninsule sud, comme l'a mentionné et l'ambassadeur Gato et le ministre de l'Éducation nationale. Il s'agira aussi pour le gouvernement, à travers ce programme, de renforcer la résilience des écoles face au choc climatique et de faciliter l'accès des jeunes à des compétences techniques et professionnelles nécessaires à l'emploi et à l'entrepreneuriat, tout en améliorant l'accès et la qualité des services de l'éducation. Mesdames, Messieurs, l'objectif de développement assigné à ce programme sera atteint à travers le renforcement de la gouvernance et le pilotage du système éducatif, l'amélioration et la sécurisation de l'accès à l'éducation dans la zone affectée par le séisme, avec attention particulière aux filles. L'amélioration des compétences techniques et non techniques acquises par les bénéficiaires de la formation technico-professionnelle FTP pour le marché du travail. En accordant ce financement, l'Union européenne et les États membres, par l'entremise de l'initiative Team Europe, manifestent au gouvernement leur soutien dans la mise en œuvre du plan de relèvement de la péninsule sud et des politiques sectorielles de l'éducation. Ce financement vient une fois de plus renforcer les acquis multiformes de l'Union européenne en faveur du peuple haïtien dans un contexte de crise multidimensionnelle avec des conséquences très néfastes sur le plan éducatif. Le gouvernement entend ici réaffirmer l'importance de l'éducation comme pierre angulaire pour le développement durable et la cohésion sociale en Haïti. Comme vous le savez bien, la Convention de financement est un instrument qui circonscrit les responsabilités des partenaires dans la mise en œuvre du projet, à savoir le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la délégation de l'Union européenne et d'autres entités. À cet égard, je voudrais vous donner l'assurance quant à l'engagement du gouvernement haïtien à garantir une utilisation efficace et transparente de ce financement. Monsieur l'ambassadeur, pour notre part, je voudrais vous assurer que les actions du gouvernement
s'inscriront dans la recherche d'une coopération efficace et dynamique avec l'Union européenne conformément aux engagements pris. Nous restons convaincus qu'avec les efforts conjugués de tous, le gouvernement, l'Union européenne, les parties prenantes, nous réussirons ce programme dans les délais impartis. Je voudrais pour finir réitérer au nom du gouvernement mes remerciements à l'endroit de l'ensemble des pays associés à l'initiative Team Europe pour leur soutien et la grande disponibilité qu'ils n'ont cessé de manifester en faveur de la République d'Haïti. Coopération historique entre l'Union européenne et Haïti, particulièrement au niveau du secteur social, l'éducation. Mais le projet du jour qui touche l'éducation est aussi un projet de développement social et économique. Parce qu'au niveau des trois composantes du projet, il s'agit non seulement d'appuyer la transformation du système éducatif en ce qui concerne une augmentation, un renforcement de l'accès de la qualité par la construction de centaines de salles de classe, pour un projet qui va toucher environ 300 000 élèves dans 2 départements, dans 2 régions du pays, le Grand Sud, suite à tous les désastres naturels, une zone très exposée au changement climatique depuis le cyclone Mathieu et récemment le tremblement de terre. Donc il s'agit là d'un appui très important au projet de reconstruction que le gouvernement a initié avec l'appui de l'ensemble des bailleurs de fonds pour appuyer la reconstruction du secteur de l'éducation affecté par bon nombre de désastres naturels. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale aussi, le ministère des Finances, nous sommes très sensibles à l'écoute active durant la période où on a designé le projet, parce que ce ne seront pas des salles de classe comme à l'ordinaire, ce seront des salles de classe qui tiendront compte et qui seront résilients par rapport aux différents désastres. Et je crois que ceci tombe à point nommé, dans la mesure où le gouvernement, à travers le Fonds national d'éducation, est en train de mettre les bouchées doubles pour finaliser la construction de plusieurs dizaines d'établissements. Et ceci va appuyer, aider énormément. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une. Les négociations politiques entre les émissaires de la CARICOM et les acteurs politiques haïtiens se poursuivent pour le 6e jour consécutif. Sans indication claire d'un accord, les partis ont environ 2 jours pour convenir de la direction de la transition. Ce mardi, l'Union européenne a signé un accord de financement de 18 millions d'euros avec le gouvernement haïtien pour le programme d'éducation. L'objectif est d'assurer l'accès à des salles de classe résilientes pour au moins 300 000 élèves. Et puis le groupe Montana n'approuve pas le projet de la CARICOM, mais soutient un collège présidentiel pour la transition. Aucun membre du BSA ne sera dans le futur gouvernement, a affirmé Ginette Cherouda. Voilà, c'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain mercredi. Restez sur Métropole. Bonsoir.